Je remercie évidemment les organisateurs de m'avoir invité à donner cette conférence. Tout d'abord, quelques remarques. Je ne suis pas du tout un spécialiste du climat, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas dendrologue ou dendrochronologue, je ne suis pas sédimentologue, je ne suis pas glaciologue, je ne suis pas volcanologue, mais je vais utiliser toutes ces disciplines, les regarder avec un œil d'archéologue. Moi, je suis archéologue, je suis protohistorien, je m'occupe plus particulièrement de l'âge du fer. Donc, je vais recourir à ces autres disciplines du présent et du passé, essayant de restituer un climat. Et c'est une recherche éminemment interdisciplinaire, vous en doutez bien. Bon, mon exposé emprunte aux spécialistes ces données et les regarde avec un œil d'archéologue. C'est pas mes recherches propres, mais j'y ai participé à certaines qui vous montrent bien le foisonnement des disciplines intervenant dans cette restitution. Et vous me pardonnerez aussi de quelques digressions sur l'histoire de la recherche ou sur un moment très particulier des occupations lacustres ou palafitiques qui sont des phénomènes exceptionnels du plateau suisse. Donc moi je viens de Suisse. On va s'intéresser aux dégradations et aux conséquences des dégradations climatiques. Est-ce qu'elles sont, 1, observables, 2, interprétables, c'est évidemment les problèmes qui nous intéressent. Mais nous avons effectivement en Suisse des enregistreurs de qualité. C'est les glaciers d'une part, et c'est les milieux lacustres ou palustres d'autre part. C'est le cas également au sud de l'Allemagne, en France de l'Est, en Italie, etc. Mais moi, je resterai dans le domaine de la Suisse. Et ces questions climatiques sont évidemment extrêmement actuelles. Alors, permettez-moi un peu d'actualisme. J'ai repris quelques coupures de presse, et pas de la presse populaire qui transmet des fake news, des presses de la presse universitaire. Et j'emprunte à un chef de l'Office fédéral de l'environnement cette maxime en Suisse, vous voyez, on ne peut nier le réchauffement climatique. Et à l'inverse, on trouve des tweets, je n'ai pas besoin de vous dire d'où ça vient, et Martin Béniston, qui est un grand spécialiste du climat, un co-récipiendaire du prix Nobel en 2007, donc du GIEC, de ce groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, qui dit que 30 ans de recherche annulés par un tweet de 140 signes. C'est simplement, je vous montre ça pour introduire le sujet. Il n'y a pas de raison que dans le passé, on n'ait pas des réflexions ou des remarques de ce type-là. C'est le point de vue du chercheur, c'est pas le point de vue du politique qui doit primer. Je veux simplement mettre en garde contre l'obscurantisme régnant actuellement dans certains milieux. Bref, le réchauffement, je continue cette introduction, n'a pas bien sûr que des aspects que l'on peut juger négatifs. Il y a des aspects que certains jugent positivement, quoique c'est par exemple pour le commerce, le passage du nord-est, la fonte des glaciers permet, vous voyez, ici les cargaisons augmentées en 2017, c'est une réalité. Mais c'est aussi une nouvelle colonisation. Ce n'est pas des agriculteurs dans le cas particulier, mais c'est des colonisations politiques où on va mettre ces marques dans les nouveaux territoires dégagés des glaces, etc. Attention, les glaciers fondent. C'est une réalité. Et je vous montre ici juste une image, un glacier en Patagonie avec des effondrements glaciaires qui pourraient d'ailleurs, d'ici quelques décennies, entraîner une inversion de ces courants, du Gulf Stream, etc., qui pourrait nous amener 2, 3, 4, 5 degrés de moins, comme au Drias 3, je n'en sais rien. Ce sont des scénarios qui sont envisagés, mais toujours est-il que ces glaciers fondent. Et ils fondent à une vitesse grand V, et même le glacier du Rhône, les pronostics des chercheurs montrent que si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'inverse. En Suisse, évidemment, le débit pourrait diminuer d'ici 2100, c'est-à-dire demain, de quelques 15%, et les conséquences, elles seront visibles également en France, bien évidemment. Il n'y a pas de limite nationale à ces questions de climat. Dernier exemple, en guise d'introduction, et on en parlait un petit peu, les assèchements, évidemment. Dernier exemple actualiste, l'eau, sécheresse, c'est une relation dialectique avec le climat, évidemment. Et les sociétés qui n'en ont pas ou qui ont peu d'eau ou qui n'ont pas accès à l'eau entrent en crise.
ça peut provoquer des émeutes, et bien plus que ça, c'est clair. Et les théories de l'adaptation de l'espèce humaine qui ont toujours fonctionné jusqu'à maintenant, les théories de la résilience aussi, oui, attention, mais résilience en tout cas, telle qu'elle est conçue dans les publications, le système est capable de se réorganiser, d'accord, mais pour les sociétés riches, hein, soyons clairs. Dans l'état actuel de la recherche et des questionnements, il n'y a pas vraiment de solution. Et qu'est-ce qui se passe dans le passé? On va revenir enfin au passé. Une réponse à ces questions, c'est les déplacements de population, c'est les migrations. Aujourd'hui, beaucoup plus demain, comme hier. Hein, et l'Afrique subsaharienne monte à la recherche d'eau, à la recherche de subsistance. C'est une manière de répondre à ces grands changements climatiques. Bref. Âge du bronze, mon terrain de jeu, c'est donc l'Europe tempérée. Voilà différentes zones que les archéologues ont définies. La zone atlantique, moi je travaille dans le cercle vert, là au centre, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Europe continentale, nord-alpine, hein, vous voyez, avec France de l'Est, Allemagne du Sud, plateau suisse, etc. L'âge du bronze, c'est en gros entre 2200 et 800 avant Jésus-Christ. On est très précis dans nos datations. Et puis pour l'âge du fer, la dernière époque de la protohistoire que j'envisage, la période dite de l'Athènes, un site suisse, hein, c'est le monde des Celtes par excellence. Les 5 derniers siècles avant notre ère, eh bien, c'est le même terrain de jeu que j'envisage, l'Europe continentale, partie occidentale, mais avec une lathénisation d'une grande partie de l'Europe, avec des phénomènes de migration, de déplacement de population attestés par l'histoire, aussi bien en direction de l'Italie du Nord que des Balkans, que l'Asie mineure, etc. Donc on va voir ces questions historiques et on sera à la charnière entre les problèmes posés par l'archéologie et l'adéquation ou non à des textes antiques. Voilà, donc la migration, c'est peut-être une des réponses, mais ce n'est pas la seule, et les migrations n'ont pas qu'une cause, ça n'est évidemment pas monocausal, ces grands mouvements sociétaux. Bref, terrain de jeu, la Suisse, hein, que vous connaissez sans doute, je vais travailler sur le plateau occidental, entre le Léman que vous avez en bas et le lac de Neuchâtel, pour simplifier. Je vous montre une petite carte à droite, simplement pour montrer à quel point la Suisse est parcellisée. Hein. C'est une parcellisation énorme, donc tous les cantons qui sont minuscules. Hein. Et puis, on a 7 universités en Suisse, et j'ai mis les universités voisines. On a 7 universités pour un bassin de population, comme le Grand Lyon, si on veut bien. Donc tout est petit, tout est parcellisé en Suisse, et il y a beaucoup de recherches qui interviennent grâce en partie à cette fragmentation administrative. Ce que l'on connaît bien en Suisse, on a une séquence chronologique des derniers 15 millénaires, en gros, tout à fait cohérente. Vous avez une courbe simplifiée du climat à gauche, hein, qui vous montre le froid et le chaud. C'est hyper simplifié. Ce sont les tendances générales. On va entrer dans le détail tout à l'heure. Et puis, faisons un zoom sur l'Holocène qui nous intéresse. Je ne parle pas de l'Anthropocène, c'est une question passionnante. Enfin bref, ça c'est une question pour les géologues notamment et pour les sociologues. Mais l'Holocène dans lequel nous nous trouvons, à moins que nous soyons dans l'Anthropocène, depuis quand l'Holocène dont je vais parler, c'est surtout la fin du subboréal, la deuxième moitié du subboréal, comme vous le voyez pour l'âge du bronze, et le subatlantique ancien, pour l'âge du fer. Je ne commente pas les changements ou les introductions de végétation, d'animaux, etc., qui montrent l'évolution de l'environnement face, bien entendu, ou répondant, bien entendu, aux changements et aux modifications climatiques. Un rappel historique, et permettez-moi une digression, c'est un compatriote, Agassiz, hein, Louis Agassiz, c'est un personnage extraordinaire. Il a étudié en Suisse, il a étudié Heidelberg, à Munich, à Paris, en 1931, comme on le faisait à l'époque. Hein. On voyageait beaucoup, on maîtrisait plusieurs langues. Il avait le soutien de Cuvier, c'est pas n'importe qui. Il avait le soutien de Humboldt, hein, le grand chercheur du début première moitié du 19e siècle. Et Humboldt,
lui avait même donné 1000 francs, à ses parents 1000 francs, pour que le petit Louis Agassiz puisse continuer ses études. C'est dire si ces grands chercheurs, Cuvier ou Humboldt, fondaient des espoirs dans la future carrière de ce jeune Louis Agassiz. Alors, il est parti aux États-Unis en 1846, il avait 39 ans. Il est devenu professeur à Harvard en 1847. Il était botaniste, paléontologue, ichthyologue. Il a fait 2 doctorats, un en ichthyologie, un premier en médecine. C'est son papa, Pasteur, qui lui a dit « Fais un métier que tu pourras utiliser avant de t'intéresser à tes poissons ». Donc il a fait ces 2 doctorats. Et il était géologue, on le voit ici avec son marteau. Et c'est lui qui a, pour la première fois, formalisé la théorie des glaciations. Et nous revoilà sur les questions climatiques. Il a observé des stries glaciaires dans les Alpes. Par lui directement, c'est les guides de montagne, les découvreurs et les géologues régionaux qui ont dit mais ces stries, c'est des stries glaciaires qu'on connaît par les va-et-vient du glacier. Notamment, on est à la fin du petit âge glaciaire, vers les années 1820, 30, 40. Lorsqu'on remarque, ces stries glaciaires vont permettre le développement d'une théorie liée au changement climatique. Les glaciers ont avancé, ils ont reculé, ils ont avancé, ils ont reculé. Voilà le moteur de toute cette recherche dont nous sommes encore les héritiers. Alors, Louis Agassiz, pour terminer, avait une renommée mais inouïe aux États-Unis. À Boston, il a rencontré Lowell, bien sûr. Il a fait une conférence au début 47 sur l'embryologie des invertébrés. Imaginez, 5000 personnes. On se battait pour assister à sa conférence. Il y avait un marché noir pour les places. On a des courriers dans les journaux de l'époque, le Boston, je ne sais plus quoi. Donc, il arrivait à passionner des foules. 5000 personnes, vous imaginez, aujourd'hui? On est combien, là? Une petite cinquantaine? 5000 personnes pour entendre parler de l'embryologie des invertébrés. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et donc, la science, à l'époque, avait une renommée incroyable aux États-Unis, particulièrement. Il a refusé une chaire au Muséum de Paris, qu'on lui offrait. En avril 58, Napoléon III, vexé sans doute, lui offre la direction du muséum, il lui offre la réorganisation de la division Histoire naturelle, il triple son salaire, et Agassiz dit non, désolé, je dois installer mon Museum of Comparative Zoology à Harvard. Et il refuse. Il récolte des fonds pour son muséum de zoologie comparative. Il récolte 3 fois la somme dont il avait besoin. Vous imaginez les temps. Il reste aux États-Unis. Un bémol, Agassiz était opposé à la théorie de l'évolution. C'est ce qui l'a tué, Cuvier, Agassiz. Et il était opposé à Darwin. Bref, je ne veux pas aller plus loin dans cette réflexion. Donc, ces obsèques ont été grandioses. C'était un jour de deuil aux États-Unis. Cambridge, Harvard fermé, vous imaginez. Le vice-président Henry Wilson assiste à ces obsèques. C'est vraiment un deuil national pour un scientifique étudiant les poissons, les glaciers, etc. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, donc c'est une réputation incroyable au milieu du 19e siècle, ce qui nous fait rêver. Aujourd'hui, il a un pic Agassiz aux États-Unis, il y a un lake Agassiz, etc. À Lausanne, il y a une petite rue, et c'est une plaque Louis Agassiz, 1807-1850. 1873, médecin vaudois. Voilà comment on récompense ces grands savants. Et c'est une impasse. Bref, continuons. Donc, en Suisse, les Alpes les glaciers fondent. 2 ans après la fin du petit âge glaciaire, la jeunesse d'Agassiz, les glaciers fondent. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas comment réagir et il n'y a pas de solution. C'est une réalité. Et vous voyez que sur certains glaciers, on met des
des bâches, des toiles blanches pour ralentir la fonte des glaces. Évidemment, c'est un emplâtre sur une jambe de bois, c'est clair, hein, mais on ne sait pas comment réagir. Et d'après les pronostics des plus grands savants, eh bien, en 2090, les glaciers auront fondu. Hein. Les glaciers auront fondu, et ce n'est pas les théories, ce n'est pas les pronostics les plus catastrophistes. Hein. Bref, un exemple. 2003. 2003, une canicule, vous vous en souvenez peut-être, enfin peut-être pas les plus jeunes, hein, une canicule, et des passants découvrent au Schniedejorch, c'est un col qui relie le Valais à Berne, à 2700, un peu plus de 2700 mètres d'altitude. Et vous voyez sur l'image à droite le recul du glacier en un siècle, hein, entre la fin du 19e et le début du 21e siècle, hein, les deux images. Et ce Schniedejorch, eh bien, des passants découvrent des objets qu'ils attribuent au siècle passé, etc., selon un schéma bien connu, mais ils ont l'intelligence d'appeler des archéologues ou des lettrés, comme on le faisait au XIXe siècle, qui eux-mêmes vont appeler les archéologues pour intervenir. Donc, les fréquentations en haute altitude, c'est très intéressant, et revenons au climat, sont évidemment liées à des périodes de climat favorables. Et à l'âge du bronze, là vous voyez sur ce schéma, les restes d'habitat entre le Valais, sur la carte de droite, hein, la vallée alpine du Valais et le nord des Alpes, avec des occupations d'étages alpins, étages moyens, etc. Jusque vers 2000 mètres, on a des habitats, il y a des nécropoles, il y a des trouvailles isolées, mais on a une occupation en altitude qui, évidemment, correspond à des moments favorables. Et c'est une activité pastorale principalement et de chasse qui peut être attestée par l'archéozoologie. Alors, ce Schniedejorch, alors, on a la chance, c'est d'avoir une centaine de dates C14, donc c'est un échantillonnage fabuleux, hein, sur tous ces objets découverts, et on s'aperçoit que l'occupation ou la fréquentation de ces passages, c'est au néolithique moyen, des périodes favorables sur le plan climatique, périodes propices, c'est au néolithique final, à l'époque de Ötzi, que vous avez en haut, que vous connaissez tous, hein, le Ötzi vers 3004, 3003 avant Jésus-Christ, etc., découvert de la même manière que le Schniedejorch. Attention, il y en a d'autres. Hein. Donc vous avez ces périodes favorables, néolithique final, bronze ancien, fin du bronze ancien, où il y a le plus de découvertes, la période sans doute la plus propice, hein, au début du deuxième millénaire, avant notre ère, jusque vers 1006, 1005, et ensuite un trou. C'est le bronze moyen, comme on le verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Du bronze, du cuir, du bois, des liens, qui sont peut-être des éléments de barrière pour le bétail, ou des entraves pour le bétail, mais tout un matériel qui permet d'attester, ensuite quelques épingles, parures trouvées, etc., qui permettent d'interpréter non seulement des passages, mais des fréquentations et des occupations de haute montagne grâce à un climat favorable. Je fais un saut, oui, voilà ce matériel avec les dates que nous avons à partir du matériel lui-même. Donc on a une séquence absolument interprétable, hein, sur ces découvertes et qui est tout à fait cohérente pour le début du bronze ancien, pour le début du deuxième millénaire. Alors, je fais un saut chez les lacustres, et là je fais aussi un peu d'histoire de la recherche. Hein. Les palaffites, on a une documentation exceptionnelle, unique, miraculeuse, hein, pour nos lacs subalpins, non seulement en Suisse, mais en Allemagne, en France, etc. Une documentation exceptionnelle avec un classement d'ailleurs en 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez que la Suisse a pas loin de 500 sites palaffitiques, il y en a 77 classés au patrimoine mondial en 2011, et il y en a dans 6 pays de ces occupations. Voilà les sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Et là encore, il n'y a pas de frontière entre l'Allemagne du Sud, l'Italie du Nord, etc. C'est le même mode d'occupation au milieu humide. Une réponse, évidemment, au changement climatique dans cette zone-là. Oui,
je fais un peu de... Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, il y a un bateau à droite, et vous voyez des points noirs, ce sont des champs de pieux, des pilotis, c'est des forêts qui ont été coupées pour construire des villages. Et lors d'une grande sécheresse, voilà ce qui apparaît, c'est-à-dire qu'émergent certains villages palafitiques avec les bois conservés qui vont être une source extraordinaire, non seulement de datation, mais pour la construction des villages, pour le climat, parce que les cernes du bois ne nous donnent pas qu'une date, ils nous renseignent sur le climat qu'il faisait dans des années bien précises. Est-ce qu'il a fait froid le printemps? Est-ce qu'il a fait chaud l'été? Est-ce qu'il a fait froid l'hiver, etc. Tout ça, c'est enregistré par les cernes du bois. C'est une source extraordinaire. Qu'est-ce qu'on faisait au XIXe siècle lorsqu'on a découvert ces palafites en 1854? Eh bien, on allait récolter du matériel, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'objets du néolithique et de l'âge du bronze ont été ainsi récoltés. Évidemment, ce n'est pas des fouilles archéologiques, mais on a une masse de trouvailles incroyable qui a fait la réputation de ces lacustres. Et ça c'est un peu pour rire, mais vous voyez que dans l'esprit de la population, c'est devenu un must. Et dans tous les cortèges à vocation... le tir cantonal ou à vocation patriotique, eh bien, il y avait toujours la troupe de lacustres. Hein, et il y avait la troupe d'Helvète, et vous voyez, ils sont affublés d'un équipement absolument incroyable. C'est assez amusant, c'est intéressant. Et pour nous, c'est des ancêtres construits sur mesure. Hein. Ça ne correspond à rien, c'est simplement, on les utilise comme on utilisera les Helvètes pour se démarquer des peuples voisins. C'est le moment où on constitue les États-nations un peu partout en Europe. Bon, attention, on retrouve des erreurs fondamentales jusque chez Alix. Quand il traverse les Alpes pour arriver sur le plateau suisse, il trouve des stations lacustres qui avaient disparu depuis 8 siècles. Donc, dans la presse et dans l'image populaire, il faut 2 ou 3 ou 4 générations pour que les vraies données soient utilisées correctement. Donc, attention, lorsqu'on lit les journaux, comme le disait François tout à l'heure. Bien, dans ces premières... Alors, revenons un peu au climat. Vous voyez les premières restitutions de ces villages, hein, en haut, à droite. Comment est-ce qu'on faisait... Ça, c'est Troyon, c'est mon prédécesseur au musée de Lausanne, qui a beaucoup travaillé sur ces lacustres. Et on imaginait qu'ils étaient simplement installés sur des palissades, puisqu'on les trouve dans le lac. Et on n'imaginait pas, à l'époque, que les niveaux du lac aient pu varier, monter, descendre. Hein. Donc, on a reconstruit ce mythe des stations palafitiques sur une méconnaissance des conditions climatiques. On ne peut pas leur en vouloir. On est au milieu du 19e siècle et tout ça va se mettre en place progressivement. Voilà la première plongée subaquatique, hein, en 1854 à Morges, avec un géologue Morlot en bas, Troyon, donc le directeur du musée, et Forel, un grand spécialiste. Alors, les méthodes anciennes, la méthode moderne, où on plonge et on fouille ces stations lacustres depuis maintenant une 50aine d'années. Voilà le casque qu'on n'a malheureusement pas retrouvé de Morlot, qui travaillait à Morges, on se croirait dans un Tintin, hein, et un collègue a reconstitué ce casque en zinc, et puis il a plongé. Je vous rassure, il ne s'est pas noyé. Hein. Donc c'était possible pour essayer de valider la possibilité de respirer. Évidemment, on ne tient pas longtemps parce qu'il n'y a pas assez d'apport d'oxygène. Enfin bref, ça c'est pour la distraction. Alors revenons à nos fouilles. Alors c'est un domaine extraordinaire. Vous voyez, tout le bois, c'est l'âge du bois si on veut bien. Le néolithique et l'âge du bronze, palaffitique. Donc tous ces pieux, tous ces éléments de construction. Pensez au plan des trous de poteaux que vous avez vus tout à l'heure. Là, on n'a pas de trous de poteaux, on en a aussi, mais on a les poteaux. Hein. On a la valeur matérielle des poteaux. Et à partir de là, on peut reconstruire des maisons, proposer des restitutions artisanales et des restitutions architecturales qui sont fondées sur une quantité de données que je n'évoque pas ici. Hein. On peut même les restituer en grandeur nature. Ça, c'est Pétrequin, au bord du lac de Chalin, dans les années 80-90, hein, de l'expérimentation. Et puis, ces stations lacustres nous donnent une quantité incroyable de matériel organique notamment, qu'on ne connaît pas sinon
en milieu terrestre, des barrières, des bols, des manches d'outils, etc., etc. Et puis, bien sûr, le bois. Là, on y revient, et vous voyez qu'il y a des bois qui ont encore leur écorce, qui ont encore l'aubier et l'écorce, et ce sont des éléments de construction qui permettent de reconstruire les maisons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et alors, ces bois, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les étudie. On en fait non seulement de la dendrochronologie, de la dendrologie tout court, mais la dendrochronologie, c'est-à-dire on étudie les cernes pour dater l'abattage, pour autant qu'on ait l'écorce, ce qui est fréquemment le cas. On a des dizaines de milliers de pieux analysés. On peut donc restituer à l'année près, parfois à la saison, la date d'abattage des arbres. Et c'est un moment, c'est une matière absolument extraordinaire, fondamentale. Le bois, la dendrochronologie, la dendroécologie, la dendroclimatologie, ça se décline maintenant en une quantité de spécialités qu'on peut réunir sous le terme de dendroarchéologie, c'est clair. Voilà, là c'était ma petite digression. Et pour la dendrochronologie, la meilleure explication se trouve chez Hitchcock, dans Vertigo. Vous avez sans doute tous vu. Et Kim Novak a tout compris. Elle met son doigt et elle dit « c'est là que je suis né ». Et on voit la découverte de l'Amérique, la déclaration des droits de l'homme, etc., sur des séquoias géants qui ont presque 1000 ans d'âge. Et c'est là qu'est née la dendrochronologie dans les années 50-60. Voilà, si vous voulez revoir, c'est au cinéma la meilleure explication que j'ai trouvée. Mais ça, c'est pour le plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Si vous êtes en terrestre, vous avez des trous de poteaux. Là, on a du bois. Prévrange, on est à l'âge du bronze. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous voyez la succession. Ici, je ne lis pas les dates, vous les avez en haut. On peut voir la durée de vie du village, une interruption, puis une deuxième phase. Alors, si vous êtes en terrestre, impossible de distinguer les deux phases. Vous avez un nuage de trous de poteaux s'il n'y a pas de sédimentation, c'est clair. Là, on peut vraiment restituer le plan du village avec deux périodes, avec une interruption de 80 ans à peu près entre les deux. Et puis, on peut restituer le mode de vie, disons, là on fait un saut épistémologique énorme, on passe des observations à une interprétation avec une mise en scène qui tient compte de l'ensemble de nos observations et qui est évidemment sujette à critique et à amélioration, mais c'est un passage, je crois, qui a une valeur importante pour essayer de contrer ou de valider les hypothèses proposées. Aujourd'hui, donc, la question est plus ou moins résolue. Autrefois, dans les années 40-50, on pensait que ces maisons étaient construites sur terre ferme, en opposition au tout palaffitique du 19e siècle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les villages, tous les modèles sont possibles, et c'est pour pallier les variations du niveau des eaux que ces installations ont été établies au bord du lac. Alors, on n'a pas des occupations continues. Et entre 4003 et 800, avant Jésus-Christ, vous voyez qu'il y a des interruptions. En bleu, les phases palaphitiques. On a une séquence chronologique cohérente. Au siècle après siècle, on peut suivre avec le matériel archéologique. Mais les occupations palaphitiques, vous voyez, alors pourquoi y a-t-il des interruptions? Il y a une très grosse interruption entre la fin du néolithique, en fait, au milieu du 25e siècle au 19e siècle, une grosse interruption qui correspond à des moments, on va le voir, de changement climatique. Donc voilà un peu la séquence archéologique. Si je vous montre plus près pour l'âge du bronze, on a trois séquences principales entre 1810 et 1740, entre 1680 et 1490 et entre 1080 et 850. Donc on est extrêmement précis dans nos datations grâce à la dendrochronologie. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, un village qui a duré une dizaine d'années, entre 1645 et 1635. Ce village a été abandonné, on peut même dire au printemps 1635. On a une maison en cours de construction. Et ensuite, il a brûlé. Tout le village a brûlé, il a été abandonné. Vous avez sur une maquette la maison en cours de construction. On est au printemps 1635.
35 avant Jésus-Christ. Tout brûle, on abandonne et on va construire un village un peu plus loin avec des... Enfin, vous voyez le mode de vie que l'on peut restituer pour ces phénomènes d'occupation palaffitique. Et les enregistreurs, eh bien, c'est la stratigraphie avec des séances anthropiques et des séances de transgression lacustre, et, de reprise du lac, etc., avec bien sûr une séquence jalonnée par des villages. Ici, il y a une quarantaine de villages superposés dans le plan entre le 37e ou le 38e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle avant notre ère. Donc pour la séquence bronze, c'est la fin de ce schéma qui nous intéresse. Alors, revenons au climat, c'est que ces occupations palaphitiques, vous voyez sur le plateau suisse, hein, elles sont en adéquation parfaite avec les variations du niveau des lacs. Donc, les installations palaphitiques se font dans les périodes de basses eaux et les abandons correspondent à des transgressions lacustres. Et vous voyez la grande transgression entre la fin du néolithique, disons, milieu du XXe siècle, et autour de 1700, avec une petite remontée, une petite baisse du niveau des lacs qui permet une occupation au bronze ancien. Donc il y a un lien très clair entre niveau des eaux, occupation palaffitique, niveau des eaux égale climat également. Modification climatique, on est dans le même schéma. Donc ces variations sont en relation avec le climat. Et si on prend la chose de manière plus large, on s'aperçoit que c'est un phénomène uniforme qui va du sud de l'Allemagne, en passant par le nord-est de la Suisse, la partie de Suisse occidentale, le lac Léman, le nord de l'Italie, etc. On a les mêmes... par exemple, prenons l'abandon du 15e, de 1500 à 1350-1300, qui correspond non seulement à une remontée des eaux, mais à un climat froid qui correspond à la phase de Löben dans le monde des glaciers. Donc tout s'agence de manière cohérente entre l'occupation humaine, l'adaptation des sociétés à un climat, à un environnement changeant. Et puis vous avez un grand trou jusqu'à la reprise au milieu du XIe siècle de ces occupations, jusqu'à un abandon final, brutal, dans carrément les mêmes décennies, à la fin, autour du milieu du IXe siècle, avant Jésus-Christ. Donc, avant ces glaciaires de Löben, au niveau des lacs, la période de Pulvis, etc., des transgressions lacustres qui conditionnent la vie des paysans, leur implantation dans le terroir, etc. Les effets, c'est au bronze moyen, moins de contact avec l'Italie, il n'y a pas de passage alpin, hein, les conditions ne sont pas favorables, on ne monte plus en haute montagne, hein, c'est pas possible. C'est aussi l'époque de la fin des palais mycéniens, mais là c'est un autre problème, enfin bref. Au bronze final, on a une hausse des températures moyennes et une baisse des niveaux des lacs, le Léman, et baisse de 6 mètres à peu près. On a des constructions palaphitiques 6 mètres au-dessous du niveau actuel. C'est un phénomène qui affecte tous les lacs subalpins entre 1085 et 1050, où ça recommence, et l'abandon, 850 et les années qui suivent. Tous, ils sont tous abandonnés, sauf en Savoie, lac du Bourget, où on a encore des abattages, en 803. Donc au lac du Bourget, il y a encore 2 générations qui occupent les rives du lac. C'est peut-être, d'après les géologues, grâce à un apport en température du Rhône dans le lac qui a permis cette longévité, enfin en tout cas d'une génération ou deux, de ces occupations palaphitiques. Une dégradation subite, à la fin du subboréal et au début du sud de l'Atlantique. On verra quelques explications pour les causes tout à l'heure. Alors, les effets, évidemment, transformation du cadre de vie, influence sur le choix des sociétés, sur le développement culturel des sociétés, mais attention, faisons la juste part entre les contraintes naturelles et le rôle actif de l'homme. Donc, je ne suis pas un déterministe, hein, attention, c'est pas si on abandonne les lacs, donc... c'est le climat c'est pas une relation monocausale, il y a de multiples facteurs et on essaye de réfléchir à ces différents facteurs actuellement. Alors,
voilà un autre élément, c'est-à-dire que les effets au-delà du quotidien, changement du cadre de vie, doivent être très importants. Bouleversement des réseaux d'échange à longue distance, je l'ai dit, passage des Alpes, etc. L'agriculture, on va investir des terroirs de moindre qualité pour des cultures céréalières qui d'un faible rendement. On développe l'élevage spécialisé, la laine, la viande, etc. Il y a une métallurgie du fer qui se met en place. Jusque-là, elle était embryonnaire, mais le minerai de fer, on le trouve partout. Donc, il y a des modifications radicales du cadre de vie entre la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge du fer. Et ces conséquences sur les sociétés agricoles sont importantes. On a des modèle historique, entre 1690 et 1700 par exemple, on a entre 15 et 25% de moins de céréales, des textes qu'ils disent. On a quasiment des récoltes pas mûres, ou alors des récoltes sous la neige parfois. Le bétail, il passe de plus 30 à moins 50 jours de foin. C'est une catastrophe. Famine tout simplement, et de la Bohème à la Finlande. Donc on a des modèles historiques qui permettent de nous projeter dans le passé et d'essayer d'expliquer, c'est le petit âge glaciaire, hein, c'est clair, qui est un modèle qui mérite d'être exploité pour nos, encore mieux pour nos périodes anciennes. Ensuite, on aura des coups de froid entre 830 et 750, et ensuite entre 410 et 350, je vais y arriver pour terminer avec des courbes de basse température, ouais, les plus fortes de ces 4 derniers millénaires. Donc on a d'autres indicateurs, je ne peux pas détailler. Il y a le phénomène des habitations lacustres, le niveau des lacs jurassiens, la limite de la forêt dans les Alpes, hein, les avancées glaciaires dans les Alpes, la pédologie, les phénomènes de solifluxion dans les Alpes, la géobotanique, et toutes ces disciplines concourent à restituer des phénomènes globaux dont le climat est le moteur, hein, c'est clair. Bon, il y a 2 moments importants dans toute cette affaire. C'est, vous voyez, autour de 800, 700, 600, c'est 2 schémas, mais l'un se lit de haut en bas et l'autre de bas en haut, ce qui n'est pas très clair. Mais on a 2 moments, 2 coups de froid, 2 moments qui modifient complètement le type d'occupation. C'est, comme je vous le disais, au bronze final, en gros autour de 800, avec une dispersion de l'habitat, comme on le voit. Et puis ensuite, ça sera entre 400 et 350 ou 300, avec une autre période extrêmement froide qui va avoir des conséquences. Et vous voyez, les périodes précédentes, pour le début du bronze final, c'est le même cas. Donc ce sont des schémas généraux qui remontent à l'analyse de Michel Magny, hein, de Besançon, et que tout le monde a affiné, amélioré, etc., en fonction des théories qu'il désire proposer. C'est à discuter, bien sûr. C'est à discuter, et on met en relation, vous voyez, ces événements avec des phénomènes ou archéo-historiques. Pour le premier, l'abandon des stations lacustres, suivi d'une période faste, favorable, qui voit l'occupation d'une société du premier âge du fer extrêmement hiérarchisée, comme on le verra, et le deuxième, on le met en relation avec des phénomènes de déplacement. La réponse serait un déplacement de population vers le sud. Donc, les causes de ces changements climatiques, évidemment, le climat, c'est un système chaotique, hein. On ne peut pas le reconstituer de manière détaillée, mais il y a des moments, il y a des directions qui indiquent les changements. Les meilleurs indicateurs, c'est bien sûr l'activité solaire, c'est aussi le volcanisme, je vais y venir, c'est les carottes au Groenland, hein, avec des analyses carbone 14, c'est les glaciers, c'est le niveau des mers, le niveau des lacs, etc. Donc on a des indicateurs tout de même assez importants. Une autre petite digression, c'est le volcan de Tambora, vous connaissez sans doute, avril 1815. Les effets ne sont pas visibles qu'en Indonésie. En bleu, c'est le climat affecté sur la map monde, là. Et c'est en Europe, l'année sans été. Un été pluvieux, froid. Lord Byron, qui est près de Genève à cette époque avec sa future épouse Percy Shelley, qui s'appelait encore Mary Godwin, sont à Genève pendant 2 mois et ils ne peuvent pas sortir. Il fait sombre, il pleut sans arrêt, il n'y a jamais de soleil, il y a des poussières dans l'air
On ne peut pas aller se promener, on voulait aller dans les Alpes. Hein. Les Anglais voulaient aller, impossible. Et qu'est-ce qu'ils font? Mary Shelley écrit Frankenstein, comme par hasard, un roman extrêmement sombre, qui a peut-être en relation avec le mauvais temps et la mauvaise humeur qu'il devait avoir. Donc, ce mauvais temps pour les voyageurs, les températures ont baissé de 2,5 à 3 degrés, alors qu'en général, ça varie entre 0,8 et 1,3 degrés sur 2 ou 3 ans. On a quelques données qui ont été répertoriées. Le 6 juin 16, il neige à New York. Le 10 juin, il y a 30 cm de neige à Québec. Alors, les cultures. Les raisins ne sont pas mûrs, le vin est catastrophique. À Genève, on plante des pommes de terre dans les parcs pour les pauvres. En Valais, en altitude, on a des textes. On mange de l'herbe, on mange des souris. Hein, on crève de faim. C'est la famine. Et dans des sociétés à surplus, comme on était déjà au XIXe siècle, hein, c'est tout de même impressionnant. Donc, dans la préhistoire, ou dans les périodes plus anciennes, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Au sud-est asiatique, les moussons ont été totalement affectés. On a des sources historiques. Bon, production de céréales, c'est vraiment le scénario catastrophe par excellence, hein, absence de production de céréales. Par exemple, 2010, sécheresse en Russie, plus d'exportation de céréales. Lisez les journaux de l'époque. Hein. Les conséquences économiques que ça a et sur le mode de vie des gens. Donc, après la sécheresse de 2006. Donc, un modèle peut-être des effets de dérèglement planétaire peut être proposé, essayer de le poser, de le rapporter à la préhistoire. Hein. Pourquoi pas, pour réfléchir sur ces phénomènes-là. On a d'autres exemples historiques, etc. Actuellement, on a les moyens de pallier au problème d'approvisionnement. Hein. On peut, avec des chargements, des camions, des avions, n'importe quoi, on peut pallier, mais combien de temps hein, de réserves on a évidemment, ça profite toujours aux pays riches hein, qui ont les moyens de répondre à ces choses-là. Et puis, voilà, c'est tout récent, c'est des analyses qui viennent d'être publiées à l'Université de Genève. On s'aperçoit qu'il n'y a pas que Tambora. Il y a un autre volcan, El Djia, je ne sais pas comment on prononce, en 939 de notre ère, hein, donc, qui a déversé du magma, des millions de tonnes d'oxyde de soufre dans l'atmosphère. Et d'après les chercheurs, c'est encore pire que Tambora. Hein. Donc des événements comme ça, et on a des sources d'Islande qui nous parlent de ces choses-là. Mais donc, mon propos n'est pas de dire c'est à cause d'eux, mais prenons en compte ces informations. Et ces informations, dernier point que je voulais aborder, c'est la crise climatique autour de 400, qui est bien connue, après celle du 8e siècle, dont on a un petit peu parlé. Donc, avant 400, dès le 7e siècle, il fait chaud en Europe, hein, continentale, il fait chaud. 7e, 6e, jusqu'à la fin du 5e, jusqu'à la fin du 5e siècle. Et après 420, on a un recul des activités solaires et on a de grands volcans au Groenland qui explosent en 413 et 406. 413, 406. Et si on compare avec Tambora, qui est la plus grave crise du dernier demi-millénaire que l'on connaît, comme vous voyez ici, Tambora en 1815, hein, et qu'on compare les marqueurs dans les glaces du Groenland, avec des indices en Allemagne, en France de l'Est, etc., la crise de 400 était beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'avant, la période favorable était plus longue, d'un siècle et demi, et après, eh bien, les concentrations ont duré de soufre et d'autres matières dans l'oxygène, dans l'atmosphère, ont duré plus longtemps. Donc, on a vu la concentration de ces phénomènes, la hiérarchisation d'une société au préalable. Ça, on est au Hallstatt final, on est au VIe siècle, hein, des relations entre différentes régions, nord, sud, ça c'est le monde des résidences dites princières, hallstattiennes, une période de bien-être incroyable, de hiérarchisation forcenée. Et puis on a toute une série de tombes. Et pour finir, si on compare deux régions mises à la même échelle, entre la Champagne et le plateau suisse, bêtement occidental,
qui est à peu près la moitié, enfin bref, on s'aperçoit qu'on a une documentation folle, estimée par Demoule à 70 000 tombes pour la Champagne, alors que j'en ai quelques 200 pour le plateau suisse. Qu'est-ce qui se passe ici? On est au 5e siècle, et si on regarde entre le 5e et le 4e, 3e siècle, on s'aperçoit qu'il y a une chute du nombre de sépultures, notamment en Champagne, sur le plateau suisse également, qu'on a une chute qu'on peut interpréter comme démographique, à moins qu'on ait affaire à des phénomènes culturels liés aux funéraires, mais je ne crois pas. On a d'autres exemples à l'échelle de l'ensemble de l'Europe qui correspondent dans notre schéma à une plus faible occupation des terroirs, une déprise, si vous voulez, et que, à titre d'hypothèse, on espère, on propose de mettre en relation avec ces phénomènes historiques des migrations vers le sud et vers l'est. C'est purement de l'hypothèse, mais il y a une concordance d'informations, d'observations, je n'en montre qu'une ici, qui fait que ce n'est pas exclu, mais ça n'est pas une preuve non plus. Donc on aurait des migrations dues à une surpopulation, mais pas uniquement. C'est un phénomène plus complexe, mais période froide. Et cette période froide intervient de manière abrupte. Crise de l'approvisionnement, les réponses au manque de céréales, elles n'étaient pas performantes et on a été chercher au sud des Alpes ou le long du Danube de quoi s'approvisionner. Bref, je vais terminer. Quelle heure est-il? Ça va encore. On peut retrouver ces relations avec le terroir dans les habitats. Et vous voyez ici une autre échelle, c'est les travaux autoroutiers dans le canton de Neuchâtel, avec une exploitation totale d'un terroir, totale, en fouille pendant plusieurs années, avec des dates carbone 14 faites systématiquement, et on s'aperçoit qu'on a un trou, comme par hasard, au 4e, 3e siècle, comme par hasard, où le paysage, le terroir est abandonné, il y a une reprise de la prairie, de zones de pacage, mais il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de culture, donc il y a probablement une déprise agricole dans ce secteur-là. Voilà quelques exemples qui peuvent nous aider à réfléchir sur ces éléments. Et, alors, est-ce que les volcans du Groenland en 413 et 406 sont responsables de cette chute du IVe siècle sur le plan climatique? C'est un des éléments qui intervient dans la réflexion. Mais il y a une différence. La première crise en 800, fin de l'âge du bronze, était d'une durée de plus de 80 ans. Progressive. C'est venu progressivement. Celle de 400, c'est une dizaine d'années. C'est brutal. Et les réponses n'étaient pas prêtes. Pas de résilience, pas d'adaptation à cette chute brutale, cette modification du climat. Et une dizaine d'années avec des récoltes catastrophiques, ça a des conséquences, évidemment. Bon, en comparant avec Tambora, comme on l'a dit, ça nous donne peut-être un modèle historique récent pour essayer d'interpréter les données du passé. Donc, je donne le dernier moment de ce schéma. Je pense qu'on peut tout de même généraliser sans être déterministe. Le climat, c'est un moteur principal qui se marque dans différentes manières et qui conduit à des mutations sociales en interrelation. Le dernier moment qui nous rapporte près de l'histoire, c'est la guerre des Gaules. La guerre des Gaules, 58, 51 avant Jésus-Christ. On a le texte de César à l'appui. Attention, c'est le seul témoin. Testis unus, testis nullus, comme diraient certains. César qui a été repris, cité par tout le monde, Tacite, Tite-Live, etc. Mais c'est le plus proche témoin. Donc ça fait des siècles qu'on se bat entre historiens et archéologues, 2 siècles, 1 siècle et demi, sur la valeur du témoignage de César pour cette guerre des Gaules. On ne va pas entrer dans la discussion ici. Mais sur le plan du volcanisme mondial, si on prend le grand est de la France, le grand est avec le Massif central, etc., qu'est-ce qu'on observe? On observe la croissance du chêne avec des années catastrophiques autour de 53 et autour de 44 avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas un seul endroit. Et ça, c'est une donnée climatique
évidente, c'est l'analyse des cernes qui montre que l'année 53 est une année épouvantable. Hein. Il fait froid, les chênes n'ont pas poussé, hein, ou à peine, etc. Donc c'est une perturbation climatique importante. Hein. Et des carottes glaciaires permettent d'aborder ces questions en relation avec l'histoire romaine. Pourquoi pas? Il y a un projet important, c'est le projet GISP, Greenland Ice Sheet Project, hein, des années 90, Danemark, Suisse, USA, etc., qui étudie sur ces carottes des variations de courte durée dues aux éruptions, comme Tambora. La précision est relativement bonne. Ils ont fait un étalonnage, alors on connaît des éruptions. Il y a le Vésuve, 79, hein. On a d'autres, Tambora, etc. Donc l'étalonnage est apparemment très bon et confronté aux données de la dendroclimatologie, etc. Il y a un signal, donc ces signaux culminent en 53 et en 44. Et entre l'été 54 et l'été 51, eh ben, il y a des éruptions en Islande, comme par hasard. Donc, c'est une dégradation climatique européenne. Il y a des perturbations du Nil. On parlait du grenier de Rome dans le delta. Eh bien, il y a une sécheresse catastrophique dont parlent les auteurs latins, hein, dans ces périodes-là. Et Cicéron se plaint en écrivant à Atticus ou à son frère, je ne me souviens plus. Il se dit qu'il fait épouvantablement chaud à Rome, que c'est invivable. Hein. Donc, des effets contraires, hein, liés à ces changements climatiques. Bon, donc, baisse avec des effets inverses. Hein. Baisse de production agraire sur de vastes régions, tension sociale à Rome, etc., etc. Donc, en Gaule, on a une population paysanne, c'est clair. Donc, s'il n'y a pas de récolte ou peu de récolte, c'est problématique. Mais en plus, il y a les prélèvements de l'armée romaine. Et là, c'est une obsession de César. Relisez la guerre des Gaules, et vous notez chaque fois qu'il parle de frumentarii, c'est-à-dire les gens chargés de trouver du blé. Hein, pour eux, pour les légionnaires, mais aussi pour le bétail, etc. Et il y a un spécialiste, un responsable des rei frumentariae, des choses du blé, hein, des céréales, si vous voulez. Et il y a même une histoire en 54 où on a tué à Cénabum, on a tué, les Gaulois ont tué le responsable, ça s'est terminé en massacre. Hein. César a fait intervenir la troupe, et ça a été un massacre. Donc c'est un personnage extrêmement important. Et qu'est-ce que fait César en 54-53, donc ces périodes critiques? Il disperse ses troupes sur des centaines de kilomètres. Là, tous les stratèges, les grands militaires disent « mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ?» Il affaiblit son armée. Il met une légion là, quelques centuries là, une légion là, etc. C'est, je crois, tout simplement parce qu'il n'avait rien à manger. Et il devait disperser ses légions pour se ravitailler sur l'indigène, hein, sur le Gaulois qui n'avait pas plus grand-chose, mais pour se nourrir et pour nourrir son armée. Donc la vulnérabilité qu'il a marquée par cette décision courageuse mais nécessaire, alors la guerre des Gaules aurait pu changer si les Gaulois avaient pu répondre. Mais ils n'avaient rien à manger non plus, probablement. Enfin bref, vous voyez, c'est des réflexions. Hein, j'en sais rien, je mets des arguments. Il faut qu'on essaye d'aller plus loin. Mais toujours est-il que l'hiver 53-52, César, il dit qu'il est froid, il fait humide, il se plaint sans arrêt. Évidemment, pour un Romain, c'est pas terrible, hein, la Gaule. Mais il se plaint particulièrement du froid et de la météo, etc. Voilà. Le signal, donc c'est plus de 1000 chênes, c'est une croissance perturbée, c'est quelque chose de cohérent. Et également, dans ces périodes-là, on a des signaux par les sulfites, ce sont toujours ces carottes glaciaires. Et en moins 52, on a une présence de sulfites plus importante que celle laissée par le Vésuve en 79. Hein. Donc vous voyez, le signal de 52 avant Jésus-Christ, énorme. Et il est beaucoup plus grand que celui de Tambora plus tard. Hein. Donc il s'est passé quelque chose, hein, dans cette période de la guerre des Gaules, qui conduira à ce que l'on sait après. Il y a encore un autre signal en 44, c'est la guerre civile, bêtement. Hein. Les émeutes à Rome, la guerre civile, etc. Donc je superpose des arguments, je ne fais pas de lien direct des uns aux autres, mais on ne peut pas négliger, je crois, dans une réflexion globale, ces aspects-là. Certains disent « Oh, mais non, mais c'est pas... on ne peut rien en faire.
Non, je ne crois pas. Il faut les prendre en compte et réfléchir. Voilà. Et l'opacité atmosphérique dont parlait Mary Shelley, par exemple, hein, dans son Frankenstein et dans ses lettres, elle devait être énorme sur l'ensemble de la Gaule. Donc, une opacité pendant 1, 2, 3 saisons, et c'est une catastrophe hein, pour l'agriculture et pour les gens qui vivent dans ces régions-là. Voilà. Donc, c'est peut-être un des facteurs qui intervient dans la révolte de 52, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire qu'entre le climat, les réflexions sur le climat, on peut peut-être accéder à des réflexions d'histoire générale et de mise en relation sur des larges pans du monde européen, de changements et de changements sociétaux liés à des conditions climatiques, liées aussi à des conditions de famine, de terre brûlée dont parlent les anciens. Donc il y a une interrelation évidente entre climat et histoire. Et je vais conclure en 3 morceaux. Vous avez vu que j'ai commencé par vous parler des glaciers. Donc je milite surtout auprès des jeunes pour le développement d'une archéologie glaciaire. Je me prends à rêver d'une troupe d'archéologues avec des Autrichiens, des Slovènes, des Allemands, des Suisses, des Français, etc., qui auraient pour mission de prospecter les Alpes de mai à septembre, hein, et de retrouver des Ötzi, il y en a partout, hein, de retrouver ces questions-là. Donc il faut être assez solide, il faut être montagnard, il faut aller à 2900, 3000 mètres, 3500 mètres. Il y a quelques Suisses qui font ça, Philippe Curdi notamment. Chaque été, il trouve sans arrêt des choses nouvelles. Il y a du Moyen-Âge, il y a du romain, il y a de tout. On a même trouvé, c'était au printemps dernier, 2 personnages, un homme et une femme, disparus en 1945. Ça, c'est de l'archéologie récente. Disparus en 1945, jamais retrouvés. Pris dans les glaces, hein, pris dans la neige. Et le glacier se retirant, fondant, on les a retrouvés habillés. Ils étaient partis en excursion en montagne. Et leurs enfants, leurs fils et leurs filles, qui avaient 80 ans, ont pu faire leur deuil, ont pu reconnaître leurs parents comme ils les avaient vus quand ils avaient 10 ans ou 15 ans la dernière fois. C'est hallucinant comme histoire. Hein. Donc des choses comme ça existent. Il n'y a pas que Ötzi, mais il y a entre Ötzi et nous, il doit y avoir une quantité de choses qui sont des petits miracles comme les stations lacustres, parce qu'on a l'équipement complet et on n'a pas une sélection comme dans le monde funéraire, on n'a pas des rejets uniquement comme dans le monde palaffitique, mais on a l'équipement que portaient ces personnes dans le monde alpin. Donc attention, à la fin du siècle, la glace aura fondu et nos petits-enfants ne sauront pas ce que c'est un glacier, hein, sauf si un épisode de Heinrich intervient, mais ça c'est un autre problème. Hein. Deuxième réflexion, il faut développer les études dendrologiques, une archéodendrologie au sens le plus large, c'est clair, vous avez vu le potentiel. C'est incroyable, depuis 50 ans maintenant. Hein. La forêt, c'est une ressource, non seulement pour la gestion des hommes préhistoriques, et ils ont déboisé alors à vitesse grand V. On peut suivre l'exploitation de la forêt, on peut, de manière agronomique, hein, avec les dizaines de milliers de dates d'endroits qu'on a, on peut suivre l'exploitation d'une forêt exploitée, on déplace le village de 15 km, on replante des chênes, on gère une forêt, et quand elle agrandit, on va la couper, etc. Tout ça sur 2 ou 3 millénaires, on arrive à suivre, c'est le travail d'André Billambeau notamment, qu'il est en train de conduire. Dernier dia, je dirais que les modèles historiques que l'on peut résister, ça c'est tout récent aussi, c'est mai 18, des chercheurs de l'Université de Genève notamment, qui travaillent sur ces questions climatiques, 6000 ans de niveau de l'eau dans le Pacifique, 6000 ans de changement de climat. Et voyez, une meilleure connaissance du passé récent est essentielle pour pouvoir prédire les conséquences des activités humaines sur le climat, et on peut inverser la proposition. Hein, les connaissances du climat actuel permettent de proposer des modèles pour essayer d'expliquer les modifications avec les mêmes caractéristiques que l'on observe dans le passé. Et puis, il n'y a pas besoin de dire passé récent, on peut dire passé tout simplement. Hein. Ça serait aussi intéressant d'aller au paléolithique et aux périodes plus anciennes. Donc voilà, je termine non pas sur un discours politique, mais sur une manière de booster la recherche dans le domaine du climat et sur les 5 continents, bien évidemment. Voilà, je vous remercie.
Bonjour, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que la théorie de la résilience que vous avez évoquée dans l'introduction, au tout début? Je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose, mais depuis 10 ans, on évoque cette théorie de la résilience qui permettrait à l'espèce humaine, à nous, de répondre directement en modifiant le système, en l'adaptant aux changements extérieurs. Ça, c'est une théorie qui vaut pour la préhistoire et jusqu'à l'époque moderne. Mais si on fait le compte, les publications qui parlent de résilience viennent d'Amérique du Nord, d'Europe, et elles ne concernent en fait que les pays développés comme les nôtres. Elles ne s'occupent pas de l'Afrique, de l'Inde et d'autres régions, ou très peu. Donc c'est une résilience à 2 vitesses, je dirais, dans le cas particulier. C'est ce qui ressort des publications faites. Ceux qui les étudient ont tous étudié aux mêmes écoles, Harvard, à Stanford, etc., pour produire ces schémas, ces modèles qui rassurent peut-être pour l'avenir de notre espèce. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, ça c'est un débat entre historiens, entre sociologues et très peu climatologues. Oui, je peux compléter. Ce sont des modèles très robustes proposés par des auteurs nord-américains qui essaient de visualiser le fait qu'une société, quelle qu'elle soit, naît, se développe, passe par une apogée, régresse, se collapse, s'effondre, et au moment de son effondrement, trouve ou pas les ressources pour reconstruire autrement quelque chose. Donc c'est un modèle qui est très spectaculaire, qui est magnifique, auquel vous adhérez, parce que c'est tellement simple que c'est tellement beau, mais ça n'est en aucun cas une démonstration d'un modèle mathématique confirmé par la société. Donc, simple et rassurant. Voilà, avec nos étudiants, on s'amuse à faire des modèles de résilience. Et c'est très créatif, ça apporte de l'imagination. Mais ça n'est en aucun cas une démonstration scientifique, parce que c'est assez évident, vous savez, de penser que tout système naît de quelque chose d'autre, se développe parce que c'est un succès, et puis à un moment donné, il trouve une espèce d'autosaturation, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose, ça s'effondre. Alors résilience, c'est un mot qui a son équivalent anglo-saxon, mais c'est inspiré de la physique. Donc ça veut dire, mais il y a aussi des mots qui sont équivalents, comme rémanence, pour les physiciens qui sont dans cette salle, donc en magnétisme, etc. Donc ça veut dire que vous avez toujours, à quelque étape que ce soit du système que vous étudiez, il y a quelque chose qui vient d'avant, d'un autre système dont il a hérité, mais qui passe toujours par le même cycle, développement, apogée, collapse. Bon, prenez les Mayas, développement de la civilisation maya, apogée, collapse, mais quand les Espagnols sont arrivés dans la presqu'île du Yucatan, il y avait un autre système avec les survivants mayas qui s'étaient développés mais qui n'avaient rien à voir. Mais dans cet autre cas de figure, vous pouvez avoir un collapse. Par exemple, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'au dernier maximum glaciaire, vous avez le peuplement européen avec vers 24 000, 25 000, avec des gravétiens qui sont sur toute l'Europe. Et puis à 22 000, vous avez le maximum glaciaire qui arrive. Collapse parce que vous avez reflux vers les refuges méditerranéens, Espagne, Italie, mer Noire, Golfe Adriatique. Et à ce moment-là, les gravétiens, ils se réadaptent à un environnement alimentaire qui est tout à fait différent. Ça n'est plus les grands troupeaux de bisons et de rennes, faciles à chasser, parce que quand vous envoyez une sagaie sur un troupeau de rennes, vous en traversez 3 en fermant les yeux. Mais alors, quand vous vous retrouvez dans les petites forêts clairsemées de la péninsule ibérique avec un cerf que vous devez chasser pendant 4 heures consécutives et qu'à la fin, vous avez réussi à le tuer, mais que vous avez encore plus faim qu'avant et que ça ne vous nourrit pas, vous vous rendez compte que vous regrettez les bisons et les rennes d'avant. Et donc, modification de la culture matérielle, modification du territoire de chasse, modification de la mobilité. Vous êtes passé par un collapse et vous essayez de trouver une solution différente en vous adaptant. Et puis, à un moment donné, le climat a une petite oscillation meilleure, plus humide. La végétation répond. Et puis, vous décidez de traverser les Pyrénées pendant la bonne saison
et vous revenez en Aquitaine, et là vous retrouvez les bisons et les rennes, et c'est un grand plaisir, etc. Et puis au passage, vous trouvez les bons gisements de silex, de bons silex qui vous permettent de faire les belles pointes de flèches, etc. dont vous avez besoin en péninsule ibérique. Et comme vous n'avez pas de grotte pour représenter vos animaux en péninsule ibérique, parce qu'il y a très peu de massifs karstiques, enfin, sous les Cantabres et sous les Pyrénées, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous trouvez des grands blocs en plein air et vous gravez les animaux sur, c'est l'art rupestre paléolithique de Portugal et d'Espagne. Donc vous voyez, c'est ça la résilience appliquée, c'est ce mécanisme sans fin d'un système qui a du succès, qui se développe, et puis qui, à un moment donné, va saturer, va décliner et va s'effondrer. C'est ce qu'on appelait, à une certaine époque, mais vous n'étiez pas né, c'est ce qu'un grand mathématicien français, qui s'appelait René Thom, avait mathématisé avec la théorie des catastrophes, qui a été appliquée par les archéologues à tout ce qui était catastrophe. Et vous avez un livre romancé de Jared Diamond qui s'appelle « Effondrement », que vous avez peut-être tous lu, et qui a piqué à tous les archéologues, à tous les exemples pessimistes des sociétés qui se sont effondrées, en oubliant au passage qu'avant de s'effondrer, elles avaient réussi. Donc c'est toujours la théorie du verre à moitié vide et à moitié plein. Dans l'histoire humaine, nous ne sommes ni pessimistes ni optimistes, nous constatons. Autre question? Oui. Est-ce qu'il fallait établir des liens entre la préhistoire et la géographie pour faire une répartition selon les villages, comme vous avez dit tout à l'heure? Et est-ce que ça, il faut établir des liens vraiment, ou est-ce qu'il faut des géographes, ou est-ce qu'on peut établir les liens soi-même? Alors, évidemment, on a recours à l'analyse du territoire à l'aide de géographes qui restituent les conditions telles qu'on les propose sur la base de nos données. Mais évidemment, la géographie fait partie de l'ensemble de ce schéma. C'était ça votre question? Je n'étais pas sûr. C'est ce qu'on appelle l'archéogéographie. Oui. Et plus généralement, l'archéologue était l'archéologue du site archéologique, et il est devenu, depuis une trentaine d'années, il est passé du site au territoire, de ce qu'on appelle le landscape. Dans les vocabulaires anglo-saxons, on est passé du site archéologique au landscape, et on parle de peuplement. On est passé du site archéologique au peuplement du territoire. Ça a complètement ouvert un certain nombre de problématiques, et c'est une discipline qui est actuellement en plein développement. La géologie, il faut faire les rapports en fonction avec la géologie et tout ça, et tout est un lien. Mais, chère madame, l'archéologie fait partie des sciences humaines, mais elle a tellement de choses à voir avec les sciences exactes, avec les sciences de la Terre, avec les sciences de l'ingénieur, avec les sciences sociales, avec les sciences économiques, que si vous faites de l'archéologie, puisque vous devez reconstituer les sociétés du passé dans toute leur complexité systémique, vous avez l'immense avantage quand vous devenez archéologue, je ne dis pas ça parce qu'ils vont tous vouloir devenir archéologue au premier rang, eh bien vous faites toutes les sciences en même temps. Et c'est un plaisir sans fin, puisque nous travaillons avec les physiciens, avec les mathématiciens, avec les géologues. Hier, je discutais avec le président de l'Université de Paris 1, qui était un camarade de rugby il y a 50 ans. Il est mathématicien, et moi je suis archéologue. Nous avons parlé de modèles mathématiques pendant 1 heure. Et sur ces recherches à lui qui pourraient s'appliquer à notre archéologie à nous. Donc vous voyez, l'archéologie, c'est les sciences, les sociétés du passé. Donc de même que c'est la même complexité, encore plus que les sociétés contemporaines, parce que les sociétés contemporaines, votre difficulté, c'est que vous avez une immense accumulation de données et il faut faire les choix dedans, alors que nous, la plupart de nos données ont disparu, elles sont partielles, elles sont biaisées, et puis certaines sont inaccessibles. Donc c'est vachement plus dur d'être archéologue. Moi, j'aimerais bien être physicien ou mathématicien, c'est simple. Mais archéologue, c'est compliqué. Sauf si vous racontez n'importe quoi dans les grands journaux. Mais si vous voulez vraiment être sérieux en archéologie, c'est un métier extrêmement difficile. Une autre question? On peut
peut-être compléter sur ces questions géographiques. L'analyse du terroir autour d'un champ ou autour d'un village ou du territoire, effectivement, depuis une vingtaine d'années, ça a démarré à grande vitesse. Pourquoi ? Parce qu'on a des procédures d'archéologie préventive qui se sont développées dans plusieurs pays, presque tous les pays maintenant d'Europe, et on a une archéologie totale pour la première fois, ce qu'on n'a jamais eu. On avait quelques sondages, et là, il y a des territoires entiers pour lesquels on peut dire on a une archéologie totale. On peut proposer des modèles de restitution de l'occupation de ces territoires et même passer au stade suivant, réfléchir en termes de démographie. Alors là, ça complique encore les choses, hein. Mais c'est passionnant. Et plus on va de l'avant, plus on accumule de documents, plus on se pose de nouvelles questions et on essaye d'y répondre. Les méthodes de prospection aujourd'hui, avec les techniques de prospection géophysique, qui sont à peu près aussi spectaculaires que l'avion renifleur, la fameuse escroquerie, je parle là pour les anciens qui ont connu ça à l'époque de Giscard d'Estaing, l'avion qui permettait de détecter le pétrole. Eh bien, les techniques de prospection géophysique aujourd'hui sont sophistiquées, elles sont mécanisées aussi. C'est-à-dire qu'on a des engins qui font les mesures tout seuls. Et donc sur des hectares et des hectares, ça coûte pas cher. Et puis on a le lidar, cette espèce d'avion qui passe à travers les forêts, qui envoie des rayons laser et qui, analysant le retour et avec un logiciel sophistiqué, élimine la couverture de végétation. Donc nous pouvons... Donc, dans toutes les régions forestières où nous avons des sites archéologiques qui sont sous les forêts, nous avons une reconstitution complète, à un degré de finesse tel que même en dehors des régions forestières, par exemple dans des régions du nord de l'Europe, ils savent déterminer les minières, c'est-à-dire les puits de mines de la fin du néolithique. Parce que quand vous faites une minière et que vous creusez à 5 mètres sous le sol, vous avez un petit bourrelet de déblais. Et donc le lidar détecte le petit bourrelet de déblais en surface sur des milliers de kilomètres carrés de prospection. Donc la prospection aujourd'hui est magnifiquement sophistiquée en archéologie et permet de reconstituer pratiquement sans fouiller. Elle nous montre l'existence de sites historiques, proto-historiques. Mais pour la partie paléolithique, c'est un peu plus compliqué. Mais pour vous, chers collègues, c'est quand même fantastique. Le lidar, maintenant, depuis 10 ans, c'est une découverte fabuleuse. C'est une utilisation à faire de manière systématique. On commence à le faire, hein. Je crois que tout le territoire français est couvert maintenant, non ? Ce qui n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans. Effectivement, on lit, par exemple, les tracés de fortifications. Quand on a l'œil exercé, on arrive à reconnaître des fortifications. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas les dater. Alors, ça ne remplace pas. Alors, il faut un sondage, il faut une référence au terrain ou extérieur qui permet de dire, tiens, c'est de l'âge du bronze, ou c'est du néolithique, ou c'est de l'âge du fer. Mais ça donne un indice formidable pour aller poursuivre dans le terrain l'exploration. Une autre question ? Sinon, avec tes volcans, je voulais te dire, nous, on a aussi un volcan, là. C'est les champs flégréens, 36 000 ans, oui. Une explosion fantastique, hein, Yanouche. Et nous avons des couches de 5 cm de cendres tout au fin fond de l'Europe orientale. Donc tous les sites archéologiques d'Europe ont été recouverts d'une couche de cendres. Alors c'est pas forcément facile à trouver à la fouille. Dans les grands sites de l'Eus, on voit bien la différence entre les cendres et le Leuce. Mais ça rentre même dans les grottes, ça rentre à peu près partout, et on a un marqueur chronologique d'une exceptionnelle précision, et on s'aperçoit que c'est sans doute ça qui est à l'origine du grand coup de froid qui a suivi dans le stade isotopique 3, vers 34 000, où on a 3-4 000 ans d'un froid qui a tout transformé, enfin qui a transformé beaucoup de choses dans le peuplement de l'Europe et dans l'adaptation de ces chasseurs-cueilleurs à cet environnement-là. Et donc, il y a aussi les volcans de l'Eifel, hein, et puis qu'on retrouve jusque sur le plateau suisse, piégés dans les craies lacustres. Donc l'évolution du volcan de l'Eifel à l'Eiffel, 11 000, autour de 11 000 par là, oui. 10 009, je ne sais plus, oui. Et qui a marqué une bonne partie de l'Europe occidentale, plateau suisse, et de l'Allemagne, France de l'Est. Et dans nos craies lacustres, on le retrouve, l'Eiffel. Et puis, Louis XVI vient de me faire un petit signe de là-haut pour me dire que s'il n'y avait pas eu l'explosion d'un volcan en Islande, en 1785,
qui a provoqué effectivement un certain nombre d'années d'hivers pluvieux, de temps maussades, de récoltes pourries, etc. Et sans doute, ça c'est le processus numéro 1, qui est un processus climatique et géologique. Le processus numéro 2, c'était Turgot qu'on avait viré, qui ne pouvait pas faire les réformes, Necker qu'on faisait venir parce qu'il était banquier, pour appeler ses copains pour prêter de l'argent à la France, ce qui n'a pas empêché la faillite, les États généraux, l'oubli coupable de ne pas avoir fait de stock de ce qui restait de réserve de grains pour empêcher la spéculation sur la farine et sur le prix du pain, les émeutes des ménagères qui n'ont plus rien à manger et qui vont jusqu'à Versailles chercher le roi et le ramener au Louvre. Et donc vous avez à la réflexion, non pas que c'est, et ça je rejoins ce que tu disais, ça n'est pas le volcan qui est à l'origine de la révolution de 1789, c'est la convergence d'un certain nombre de processus négatifs, mais dont la convergence au même moment, en un même lieu, va donner la déflagration historique et le passage à l'événement qui n'aurait jamais eu lieu avant. Et c'est pour ça que Napoléon, qui avait bien retenu la leçon, avait décidé, dès son arrivée au pouvoir, de faire des stocks pour empêcher toute spéculation sur le prix du blé. Donc vous voyez, les processus, des processus d'origine naturelle, des processus d'origine humaine, des processus d'origine sociétaux, des processus d'origine économique, des processus liés à la faiblesse d'une gouvernance, en l'occurrence Louis XVI, eh bien vous avez cette convergence des processus et vous avez un lien avec l'élément historique qui arrive ou l'élément historique qui n'arrive pas. Plus, à un moment donné, l'action individuelle qui va faire pencher d'un côté ou de l'autre le sens de l'histoire. Mais là, on n'est plus dans le cadre d'un processus, on est le cadre de la décision, la bonne décision, ou à l'inverse, celui qui proposait la bonne décision et ceux qui n'en ont pas voulu et qui ont entraîné le désastre. Une question? Oui, je vous donne le micro. Comme je n'ai pas eu la chance d'assister au colloque qui a eu lieu cette semaine, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver les articles et les ouvrages qui vont sortir. Alors, le Congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et proto-historiques, dans ses statuts, publie l'ensemble des communications qui ont été acceptées pour être données, publications et posters. Donc vous allez avoir dans les 2 ans qui viennent la publication des 50 volumes. Si vous êtes courageux. Et nous sommes naturellement en train de nous battre avec un certain nombre d'éditeurs privés qui veulent nous faire des délais d'embargo sur le libre accès des communications. Et donc notre stratégie, c'est d'avoir un accès libre de tous les articles scientifiques sur notre site internet de l'USPP, de notre union, que vous faites USPP, et vous tapez sur Internet et vous avez accès à notre site. Vous aurez accès à notre journal, dont le premier numéro vient de sortir, aux 5 ou 10 monographies que nous éditons par an, et puis à la publication des 50 volumes dans les 2 ans qui viennent. Maintenant, les communicants doivent travailler sur leur article pour le peaufiner. Nous avons le peer review, quand même, donc la revue en aveugle par deux spécialistes, et puis on met en ligne. Voilà. Donc ce sera ça. Plus les 2 volumes dont j'ai parlé tout à l'heure, la préhistoire de la France, la proto-histoire de la France, qui viennent de sortir chez Hermann, et que vous pouvez vous procurer. Yanouche ? Je voulais simplement rappeler que les éruptions volcaniques sont bien marquées, comme par exemple ces grandes éruptions de Champfleury autour des 39 000, mais aussi maintenant, avec les méthodes micromorphologiques, nous sommes maintenant en possibilité de découvrir aussi des faibles éruptions qui n'ont pas donné que vraiment des traces
des cendres volcaniques. Donc, j'espère que plusieurs de ces questions que nous avons discutées ici, c'est-à-dire l'impact des éruptions volcaniques sur le climat et sur l'habitat, seront maintenant mieux connues. Voilà, encore une question? Non? Bon, écoutez, nous vous remercions d'être venus. On espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, si vous êtes jeune et que vous faites des études, devenez archéologue. Et si vous avez des enfants qui un jour viennent vous voir en disant « Maman, je veux devenir archéologue », au lieu de lui dire « Deviens d'abord polytechnicien », vous lui dites « Deviens polytechnicien, ensuite tu seras archéologue ». Merci beaucoup.